Quand on observe les films d'animation, une tendance semble sortir du lot. On voit des films fantastiques ou des films d'animaux anthropomorphisés. Là, le choix du dessin semble évident. Effectivement, ces situations sont impossibles à représenter en prise de vue réelle, et on se tourne donc vers l'animation. Mais l'animation sert-elle uniquement à cela ? Certes, elle permet de montrer ce que la caméra ne peut pas. Elle permet de représenter l'impossible. Mais pourtant, on peut constater qu'un certain nombre de films à contexte réaliste utilisent l'animation comme technique. Pourquoi utiliser l'animation dans ce cas ? Deux raisons à cela. Soit le film est destiné à un jeune public et l'animation semble être un choix commercial, soit le film est destiné à un public adulte. Dans ce cas, l'animation est un vrai parti pris de mise en scène qui vise à s'éloigner de la réalité afin de proposer une vérité originale au spectateur, celle de l'inconscient. Mais comment l'animation permet-elle de traduire l'inconscient ? L'animation a une qualité propre, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle n'entraîne pas nécessairement des situations surnaturelles. Sa particularité est dans le rapport subjectif qu'elle offre au réel, un rapport au réel bien plus proche de la forme qu'il a dans notre esprit. La séquence de rêve est un classique du cinéma, et nombreux sont les réalisateurs à l'avoir travaillé. Une telle scène permet toutes les expérimentations. La narration marque un temps d'arrêt, et tout peut arriver, toutes les formes sont possibles. Il est donc naturel que de nombreux films en images réelles se permettent le temps d'une séquence de rêve de retourner à l'animation. L'animation est devenue une technique répandue pour les séquences de rêve, à tel point qu'on peut la voir comme un cliché. Là où le premier spectateur se retrouvait gêné par l'irruption d'animation, le spectateur moderne se lasse du gimmick. Heureusement, quelques films parviennent à innover. Balto est un film d'animation pour enfants centré sur le personnage d'un chien parlant. L'originalité est à la fin du film. En effet, une fois l'histoire terminée, la petite fille maîtresse de Balto se réveille dans un monde filmé en images bien réelles. La relation est inversée. Ce n'est pas le rêve qui s'invite dans le réel, mais la réalité qui vient réveiller l'inconscient. Dans ce film, comme dans de nombreux projets pour enfants, l'imaginaire occupe une place plus importante que le réel. Et c'est en ce sens qu'on peut justifier le quasi-monopole de l'animation dans le cinéma jeune public. L'enfant, dans son développement, a besoin de rêves. Son acceptation du monde réel doit passer par une leçon imagée. Les meilleurs pédagogues passent par une histoire pour enseigner, et les meilleurs narrateurs passent par l'animation pour transmettre des leçons de vie. Ce besoin de rêver, l'enfant l'éprouve. Il sent son imagination qui travaille, et c'est pour cela qu'il veut des contes. L'animation est donc le symbole idéal de ce rêve primaire. Michel Gondry, cinéaste spécialisé dans cette thématique, l'a bien compris. Dans La science des rêves, son protagoniste, un adulte enfermé dans une psychologie d'enfant, passe son temps à s'imaginer des choses, à transformer son ennuyeux quotidien en une amusante poésie onirique. Et la technique employée par Gondry est évidemment l'animation, à travers le stop motion. L'animation est donc le vecteur du rêve. Mais plus qu'un simple échappatoire, elle est pour ses spectateurs une allégorie qui leur permet de saisir le monde qui les entoure à travers un message envoyé directement à l'inconscient. La caméra ouvre accès à l'inconscient visuel comme la psychanalyse ouvre accès à l'inconscient pulsionnel. Où se situe cette distinction dans le cinéma d'animation ? Quand peut-on considérer qu'un film d'animation est réaliste ? Même avec une situation réaliste sur le scénario, le traitement imposé par la forme de l'animation tend à se distancer du réel. L'animation n'est pas un genre, elle n'impose pas une histoire. En revanche, elle est une forme singulière, elle offre un ton et des sentiments particuliers. Elle ne permet pas de représenter ce qu'on veut, mais de représenter comme l'on veut. L'animation est donc un moyen d'expression unique, laissant place à toutes les propositions visuelles. Lorsqu'un artiste choisit l'animation, il décide de s'éloigner de l'objectivité du réel pour représenter les choses telles qu'elles sont dans son esprit, sans devoir passer par l'intermédiaire de la machine caméra. Les surréalistes ont compris très vite. Selon eux, l'art devait sortir de l'esprit inconscient. Toute création devait être l'expression directe de cet inconscient,
et ce, sans passer par la raison. Le problème est que sans médiation de la raison, les formes sont inclassables, elles ne se rapportent à rien de connu. Il est donc difficile de les représenter puisqu'elles ne s'appuient sur aucun modèle. Et c'est évidemment dans l'animation que les cinéastes surréalistes ont trouvé leur médium. L'animation permet une abstraction des formes. De ce fait, elle dépasse les limites que la prise de vue réelle impose. Elle permet de donner vie à tous les fantasmes. La technique de l'animation ne sert pas seulement à montrer l'irréel, elle peut montrer le réel libéré du prisme de la conscience. Le paradoxe de cette faculté onirique, c'est la gêne qu'elle peut provoquer sur le spectateur. Lorsqu'on abat les frontières du tangible et de l'irréel, on crée une perte de repère. On met l'âme de ces personnages à nu. Et le public qui n'y est pas habitué peut être déconcerté. Les barrières que l'on voit quotidiennement sont abattues, et le spectateur est contraint de se rapprocher d'un univers étrange, inconscient et onirique. L'animation, lorsqu'elle sort du cadre du cinéma classique, crée un sentiment d'inquiétante étrangeté. Elle est un moyen d'expression troublant pour le spectateur. Le langage de l'animation n'est pas habituel. Il ne ressemble à aucun élément de la réalité. L'animation permet donc de regarder directement dans l'esprit de l'artiste, comme dans un rêve. Le mouvement surréaliste ayant périclité dans les années 60, ses principes seront repris et adaptés par un autre mouvement, le psychédélisme. Là où le surréalisme cherchait à exprimer l'inconscient, le psychédélisme souhaite révéler l'âme, comme l'indique son étymologie grecque. La différence ne tient qu'à peu de choses. Les termes d'âme et d'inconscient ont quasiment le même sens, mais ils sont généralement employés dans des milieux différents. L'inconscient vient de Freud et s'applique donc à un contexte psychologique, intellectuel et quasi scientifique. L'âme est une notion plus ancienne et ressort dans des textes ésotériques, dans une recherche du mystique. Ici, l'artiste cherche à révéler la vraie nature de toute chose, et pas seulement de lui-même. De nombreux films le font de manière ponctuelle. Dans 9 to 5, par exemple, on montre le réel contenu d'une boisson via l'animation. D'autres films se revendiquent explicitement comme psychédéliques. Et leur objectif est de provoquer un état d'extase sur le spectateur. Ces films sont moins réflexifs, mais plus sensitifs. Une sensation de fluidité ressort du visionnage. Le spectateur est face à un objet hallucinatoire. Ici, plus de frontières entre le tangible et l'irréel. L'univers de ces films cherche dès le début à détruire les repères du spectateur. Une vague sensation de familier permet de poser un cadre. Les situations, les personnages et même les messages du film psychédélique sont étranges. Difficiles à cerner du premier abord, mais finalement universels car débarrassés de contexte social ou géographique. Là encore, en s'éloignant de la réalité visible, l'animation permet de révéler des vérités plus insaisissables, auparavant cachées dans nos esprits. Dans Belladonna, par exemple, le réalisateur Eiichi Yamamoto part d'un mythe connu, celui de Jeanne d'Arc, pour interroger des questions philosophiques liées à la nature humaine et à son penchant pour le vice. L'animation psychédélique est aussi utilisée dans les clips musicaux. Eisenstein définit la plasmaticité comme la capacité des formes à se modifier sans cesse. Les images s'enchaînent en se modifiant, sans perdre aucune fluidité. Cet écoulement de formes se rapproche de la musique. Dans l'animation psychédélique, une image est comme une note. Elle n'est jamais fixe, car dépendante du rythme. Elle n'existe que dans le temps, et on ne peut l'apercevoir qu'à un instant donné, jusqu'à l'apparition de la prochaine image. Ici aussi, l'animation devient un langage de l'inconscient. Dans un film classique, l'artiste est obligé de passer par des intermédiaires pour s'exprimer. Avec l'animation, il peut produire un film égal à sa pensée, exposant son âme sans médiation. Le cinéma d'animation a un rôle unique. Il permet non seulement de représenter des situations invraisemblables, mais aussi de rendre invraisemblables certaines situations. Lorsqu'il s'amuse des formes, l'animateur nous offre un nouveau rapport au réel. Même si ce rapport peut d'abord sembler superficiel, il permet en vérité d'offrir une vision profonde de la réalité. Libéré des apparences objectives de la caméra, le monde et ses valeurs vues au travers de l'animation sont tout autres.